Alors, bon après-midi. Merci beaucoup d'être là. Donc, on a la chance d'accueillir deux panélistes qui nous parleront. Le titre du panel est Pile ou face, l'avenir des batteries. Donc, on a la chance d'accueillir Maître David Durand, de Durand Avocat. Ouais. Ah ouais. Donc, Maître Durand, avocat et agent de marque, fondateur de Durand et Durand Avocat et président de Forpic. Le Forpic. Forpic, merci. Il conseille plusieurs OBNL dans le secteur environnemental ainsi que dans la négociation, la rédaction et la révision de contrats concernant les technologies vertes. Maître Durand a contribué à un chapitre portant sur la synergie entre l'investisseur et la propriété intellectuelle dans un livre qui est projeté d'être publié en mars 2023 par Springer. Ensuite, Dr Damien Calvet est associé et agent de brevet au bureau de Garling. Garling, excuse-moi, la fatigue embarque un peu, là. Après 3 jours ici. Donc, Garling WLG à Montréal, au sein du groupe Propriété intellectuelle. Damien possède un doctorat en chimie des métaux et est agent de brevet. Il est membre de l'Ordre des chimistes du Québec, de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada et du Collège des agents de brevet et des agents de marque de commerce du Canada. Damien se spécialise notamment dans les domaines liés à la chimie, aux sciences des matériaux et aux technologies propres. Il conseille des investisseurs et des innovateurs issus d'entreprises émergentes ou de multinationales dans divers secteurs comme l'aluminerie, l'électrochimie, les procédés industriels et miniers, les nouveaux matériaux, les appareils médicaux, les produits pharmaceutiques et cosmétiques. T'en touches à des choses. On s'en passe quelques-uns en plus. C'est un résumé. Un gros merci à vous deux d'être là. Merci à vous. Merci beaucoup, Eric, avec grand plaisir. Je te laisse commencer. Hein. Je prends la manette. Merci. Bonjour tout le monde, ça va bien? Excellent. Vous arrivez à tous voir un peu l'écran? Alors, on fait notre présentation. On a déjà fait les introductions. Juste important à retenir qu'on est également là pour vous en donner une invitation au Forpic 2023. C'est un OBNL également dans lequel on veut promouvoir la propriété intellectuelle pour les PME et les startups pour commencer à jouer avec un peu les notions de la propriété intellectuelle, les marques de commerce, les brevets, les dessins industriels et les choses comme ça. Alors, on a le code promo pour le Forpic 40. Alors, je vous invite à aller sur le site Internet, le www.forpic2023.com. La programmation, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. On a le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui vient de Genève, ou en fait, qui donne une présentation par vidéo au Forpic 2023. Il y a également M. Vishal Amin de Intel, qui est l'ancien tsar de l'administration de la Maison-Blanche pour les 2 derniers présidents par rapport à la propriété intellectuelle. Alors, on est vraiment en bonne compagnie, mais on veut vraiment être là, encore une fois, pour démystifier les notions de la propriété intellectuelle, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pareillement. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est quel est le positionnement du Canada et du Québec vis-à-vis les batteries électriques. Merci. On vient tout juste d'avoir l'annonce d'hier dans laquelle on a vu le gouvernement fédéral a donné une subvention d'à peu près 13 milliards de dollars pour créer une usine de batteries au Canada qui est menée par... Merci beaucoup, monsieur. Qui est menée par Volkswagen. Alors, je vais commencer un peu la conférence avec un peu en vous donnant une petite introduction de combien de véhicules électriques on s'en sert au Canada. Et on voit, selon les statistiques Canada, il y a 34 313 véhicules à l'émission 0, émission 09 où ont été immatriculés au 3e trimestre 2022. Ce sont des chiffres importants. On a également l'autre statistique en bas qui dit que le Canada investit énormément dans la transition énergétique, y compris par la voie du programme infrastructure pour les véhicules à émission zéro. C'est ça qui permet, c'est un programme par les Ressources naturelles Canada qui permet de faire l'installation des bornes électriques à travers le Canada partout et même ici au Québec avec le programme Recharge Éco
Ils ont installé à peu près 140 bornes avec Sobeys, Eco et GA. C'est pour ça qu'on voit les bornes au supermarché. Et ça, c'est de l'ordre d'à peu près 680 millions de dollars annuels. Dans un autre article d'Investir Canada intitulé « La chaîne d'approvisionnement et batteries au Canada alimentera la révolution des véhicules électriques », le Canada a une renommée internationale sur la recherche et développement. On est parmi les meilleurs pays au monde au niveau de la recherche et développement en tout ce qui est domaine énergétique. L'exemple qu'on donne, c'est évidemment Hydro-Québec. Hydro-Québec, si vous le savez ou pas, ils ont plus de 40 ans d'expérience dans la recherche et développement des batteries. Et on parle déjà de plus que 100 familles de brevets et au-delà de 250 publications scientifiques dans le domaine de la batterie. Il y a également Investissement Québec, dans lequel ça fait partie de leurs priorités. L'un des axes stratégiques d'Investissement Québec, c'est un fonds uniquement dédié pour la batterie également, pour la recherche de la batterie et dans le domaine manufacturier aussi. Dans un autre rapport de l'Association internationale de l'énergie, on sait qu'il y a également beaucoup d'innovation qui va se faire dans cette industrie et dans ce domaine de recherche. Parce qu'on parle de la chimie de la batterie, comment ça fonctionne. On a également la conception des cellules aussi. Alors, je viens de le mentionner déjà, le gouvernement fédéral a accordé un montant de 13 milliards de dollars. Ce ne sont pas des sommes non négligeables. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le taux d'investissement qu'on reçoit au Québec par le plan directeur en transition énergétique, soit un effort collectif pour améliorer l'efficacité énergétique de la société québécoise. Et également, en sus de la transition énergétique au Canada, on doit considérer également les objectifs de carboneutralité d'ici 2050, ainsi que le plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Alors ça, c'est un peu le portrait qu'on voit présentement lorsqu'on commence à penser aux batteries et pourquoi on consacre autant d'énergie ou de ressources dans la création de la batterie. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Alors, à mon tour, je vais faire un petit cours, mais très rapide, sur ce qu'est une batterie et notamment le lithium. Donc, je ne sais pas si vous avez fait le tour des véhicules. Vous voyez que c'est l'élément principal mais aujourd'hui qui va permettre à la développement des batteries pour tout ce qui est nos téléphones, les ordinateurs et maintenant les véhicules électriques. Donc, une batterie, sûrement que dans la salle, il y en a qui savent mieux que moi comment ça marche, mais donc vous avez trois éléments principaux. Vous avez deux éléments... Ah merde, pardon, excusez. Vous avez deux anodes, deux électrodes, la cathode et l'anode, et vous avez un électrolyte. L'électrolyte, c'est ce qui entoure les deux éléments, et par une réaction chimique qui va se produire, on va former de l'électricité. Mais dans une réaction inverse, on va stocker l'électricité. Donc une batterie rechargeable, ça permet à la fois de se recharger. Donc on a encore besoin d'Hydro-Québec pour charger la batterie, ou d'IGA, comme tu dis. Et la batterie va pouvoir, au moment où on lui demande, décharger l'électricité par une réaction chimique inverse. Donc ici, bon, je passe dans les détails. Pourquoi le lithium ? Le lithium, c'est un petit atome, c'est tout petit. Ça a un électron sur sa couche extérieure qui est mobile. Donc, c'est cet électron qui va former l'électricité. La densité d'énergie stockée dans les batteries à base de lithium est plus importante que celle des batteries nickel-cadmium ou toute autre batterie qu'on connaît aujourd'hui. Et elle permet aussi, c'est un métal qui est très léger, et elle permet aussi, sur certaines batteries, de ne pas avoir d'effet mémoire. L'effet mémoire, c'est par exemple quand vous avez un appareil électronique, puis vous le rechargez jamais, vous laissez jamais décharger la batterie jusqu'à 0. Et un jour, la batterie elle va comprendre qu'elle va avoir un effet mémoire, elle va s'arrêter de se charger complètement. Donc vous allez perdre de l'efficacité, de la capacité de stockage d'électricité. Grâce au lithium, les batteries des véhicules électriques n'ont pas ce problème d'effet mémoire. Donc même si par sécurité, vous allez recharger votre batterie au bout de 100 km parce que vous avez un 300 km à faire après, vous êtes sécurisé, vous êtes sûr que ça ne va pas endommager votre batterie, de ne pas avoir attendu la fin de la vie de la batterie pour la recharger.
Donc, lithium, pierre angulaire des stratégies. C'est toi, ça, non? Ah oui, pourquoi pas. J'ai déjà fini, moi? Oui, apparemment. Ah, ben, Merci. Alors, je reviens plus tard. il n'y a pas de souci, absolument. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important aussi, c'est que on sait tous que le lithium, c'est un élément qui devient de plus en plus important. On a quand même des limitations au nombre de tonnes de lithium qu'on peut extraire du sol également. Alors, quand on pense au lithium, quand on pense aux batteries électriques et qu'on pense à l'industrie qu'on doit entreprendre pour être capable d'utiliser tous ces matériaux, et qu'on considère ça comme étant une pierre angulaire des stratégies québécoises et canadiennes. Alors, il faut protéger cette ressource-là également, parce que ce sont des considérations de sécurité nationale qu'on doit considérer, et c'est pour ça que le Québec et le Canada, ils ont développé chacun leur stratégie pour sauvegarder ces matériaux au Canada et au Québec. Alors, si on regarde le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques, dont le lithium, on voit que le lithium est au nickel nécessaire pour fabriquer les batteries, les ordinateurs portables et ainsi que les véhicules électriques. Alors, on prend ça en considération au niveau de la réglementation québécoise. Parce que c'est également utilisé pour les aimants pour les moteurs électriques. Et au Canada, encore une fois, ils ont repris le modèle québécois. Parce que les Québécois, ils étaient en premier de faire leur plan stratégique. Ils ont dit ici, les minéraux critiques sont les pierres d'assises de l'économie verte et numérique. Ils sont essentiels à la transition énergétique. Sans eux, il n'y aurait pas de batteries, de voitures électriques, d'éoliennes, ni de panneaux solaires. En plus, on dit que les véhicules électriques ont besoin d'aimants, de même que des batteries contenant le lithium, du cobalt et du nickel. Et le Canada est riche dans ces matériaux-là. Alors, je vais céder la parole à Damien qui va nous donner un cours partiel sur la propriété intellectuelle et moi compris sur les questions de marque de commerce et également et Damien va continuer sur les dessins industriels et les brevets. Alors, le travail que je fais au jour le jour, c'est ça, c'est conseiller les entreprises ou les inventeurs pour protéger leur technologie, leur invention. Il n'y a pas de petites inventions, il y a juste des inventions géniales, celles qui marchent. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une méconnaissance du secteur de droit de la propriété intellectuelle. Il existe une loi et ne pas connaître la loi ferait en sorte que vous perdez des droits sur ce que vous avez créé. Donc, on peut imaginer la propriété intellectuelle. Vous enlevez le mot intellectuel, vous avez le mot propriété. Donc, c'est un acte de propriété qui vous permet d'exclure des gens, d'interdire à des gens de pratiquer ce que vous avez créé sans votre accord. D'accord ? Donc, moi, je prends toujours l'exemple de la maison. Vous achetez une maison, c'est une propriété. Vous pouvez la louer, vous pouvez la revendre, vous pouvez la prêter en moitié. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, au niveau stratégique, les compagnies qui vont créer de la richesse intellectuelle, que ce soit de la richesse technologique ou, disons, créative, comme des œuvres d'art, de la littérature, des codes sources, doivent protéger ces éléments pour avoir la possibilité soit de l'utiliser eux-mêmes, soit de le permettre à d'autres d'utiliser, mais moyennant finance. Donc, c'est un titre de propriété. En droit, on appelle ça un droit négatif. Ce n'est pas un droit commercial. Ce n'est pas parce que vous avez un brevet que vous avez le droit de commercialiser un produit. Un médicament ne peut pas être commercialisé parce qu'il a un brevet. Un médicament est commercialisé parce que Santé Canada ou la FDA aux États-Unis a donné l'autorisation sur des autres critères oui, vous comprenez. Donc, ce qui se passe, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont une méconnaissance du droit de la propriété intellectuelle et qui font des erreurs qui amènent souvent à des problèmes de pouvoir conserver leur acquis de recherche. Il existe plusieurs types de propriété intellectuelle. Vous avez la marque de commerce, dont David est spécialiste. Donc, la marque de commerce, vous connaissez Coca-Cola, ça dure depuis des années, c'est une marque de commerce. Vous avez les brevets, donc c'est un lien entre un produit et le fabricant. Donc, que vous achetez un produit qui s'appelle, je ne sais pas moi, Garnier, derrière, vous avez une compagnie qui s'appelle L'Oréal. Vous voyez, donc il y a des différences entre le propriétaire et la marque de commerce. Une marque de commerce, si vous payez les droits, c'est à vie. Vous pouvez la garder, vous pouvez l'enregistrer ou pas l'enregistrer, mais vous pouvez la garder à vie. Les brevets d'invention, on va en revenir, c'est pour les technologies, protéger les technologies. D'essais industriels, on va y revenir, c'est pour le design. Et puis vous avez d'autres types de propriétés intellectuelles comme le droit d'obtention végétale pour les plantes ou
ce qu'on appelle en anglais le copyright, le droit d'auteur, ainsi que les secrets de commerce. Le droit d'auteur, c'est très important pour les auteurs, pour les créateurs, mais aussi pour les créateurs de code source, pour tout ce qui est informatique, logiciel. Donc ça, ce sont des titres. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre brevet, dessin et le reste? C'est que brevet et dessin, pour qu'ils aient une valeur, il faut qu'ils soient enregistrés. Tous les autres titres vont être créés à la création. Vous êtes un auteur d'un roman, vous êtes l'auteur du roman. Le roman vous appartient. Vous pouvez enregistrer le droit d'auteur, mais ce n'est pas une obligation non plus. Et quand on pense, par exemple, au droit d'auteur, on peut penser par exemple, à vos applications lorsque vous êtes en train de faire une recharge, comme si vous avez l'application de Tesla ou l'application de ChargePoint. Ça, c'est couvert par le droit d'auteur à titre d'exemple. Alors, comme Damien l'a bien mentionné par rapport aux marques de commerce, c'est un droit qui a une durée de façon indéterminée. Elle dure de 15 ans ou entre 10 et 15 ans et on peut le renouveler pour des cycles de 10 ans. Le but, c'est vraiment de distinguer les produits des services de notre personne. Alors ici, j'ai donné 2 exemples. Il y a par exemple la demande de Daeyoung Chevy. Et ils ont déposé leur marque de commerce pour Chevy. Et il y en a un autre qui vient de la Colombie-Britannique que j'ai donné comme exemple, c'est Recyclico. Et les produits et services qui seront utilisés dans Recyclico, c'est tout ce qui a lien qui a lien pour le recyclage des batteries. Alors ça, c'était juste 2 exemples de marques de commerce que je voulais vous donner pour voir à quoi ça sert et de quelle façon on s'en sert. On en voit beaucoup ici des marques. Chaque voiture a sa marque, des logos. Donc tout ça, c'est de la propriété intellectuelle. Ça vaut de l'argent. Les dessins industriels, donc là, on a mis 2 exemples. Un dessin industriel, ça protégera un objet fini. Au Québec, on va dire qu'on voit sur les tablettes. Ce n'est pas quelque chose qui est en évolution. Donc, je prends par exemple cette télécommande, je vais la dessiner, je veux protéger son design. Elle est comme ça, elle restera comme ça. Donc, c'est très limité au design. La chaise, il n'y a pas d'invention derrière. C'est vraiment le design. Vous pouvez protéger les interfaces de téléphone, vous pouvez protéger des vêtements, des coutures de vêtements, plein de choses comme ça. Donc, vous voyez ici, on a mis 2 exemples qui concernent les batteries. Donc, un module de batterie par la société Lithium Works Technology ou une batterie, un power unit de batterie de Honda Motor. Donc, vous voyez, les compagnies ont intérêt aussi à protéger l'aspect extérieur, esthétique des objets, même si c'est des objets technologiques. Au niveau des brevets d'invention, ça, c'est plutôt mon rayon. Donc, la loi définit l'invention comme une invention comme toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. Donc aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, vous avez des inventions primaires. On peut penser par exemple à l'écran tactile d'un téléphone. La première fois, le premier brevet, c'est vraiment le... Et après, il y a des améliorations. Donc sur ces améliorations vont être aussi protégées par brevet. Pour que l'invention en tant que telle, elle doit être utile. Ça, c'est le dernier point ici. Il faut que ça marche. Puis on se dit quand même de façon logique que quelque chose qui ne marche pas, personne ne va vouloir l'acheter, donc ça ne sert pas à grand-chose de le protéger. Donc il faut que ça marche. Mais le mouvement perpétuel ou la batterie qui créerait l'énergie toute seule, là, ça, ce n'est pas brevetable si on n'arrive pas à prouver que ça fonctionne. L'invention doit être nouvelle. Il faut qu'il n'y ait aucun document, quel qu'il soit, oral, écrit, en chinois, en français, en taïwanais, peu importe, qui décrivent l'invention et qui permettent de la réaliser. Donc, quand on reçoit des entrepreneurs qui veulent vérifier, on va faire des recherches, on va regarder est-ce que sur ce que vous voulez protéger, il y a déjà des connaissances, il y a déjà des choses qui ont déjà été décrites et là, on arrive sur l'inventivité. C'est quoi l'inventivité? Attends une seconde, Damien, j'ai une question. Qu'est-ce qui arrive avec une première vente? Ah oui, ça fait partie des ventes aussi. Donc, si une entreprise met en vente son invention, même si ce qu'on appelle le reverse engineering est compliqué, c'est un dévoilement. Donc, c'est là, nous, on intervient très en amont au niveau du développement pour conseiller les entreprises ou les développeurs de dire attention, si vous voulez protéger ce que vous êtes en train de créer, il faut tout de suite, on commence à faire de la protection. Les erreurs qui sont faites souvent, c'est de mettre en marché des produits et d'oublier de les protéger.
Au Canada et aux États-Unis, dans quelques pays du monde, il y a ce qu'on appelle une année de grâce. C'est-à-dire que vous avez droit à une année pendant laquelle vous pouvez commercialiser ou montrer l'invention et vous avez toujours la possibilité de déposer un brevet au bout de 12 mois. Si vous dépassez ce 12 mois, vous n'avez plus la possibilité de protéger cette invention. Si vous êtes en Europe, l'invention doit être nouvelle au moment du dépôt de la première demande de brevet. Je pense que vous êtes arrivé à la côté inventivité. L'inventivité, la non-évidence, ça c'est la marche ici, là. Elle est haute. Si la marche que vous avez dû monter pour arriver à l'invention par rapport à ce qui existait avant, elle est facilement atteignable pour quiconque travaille dans le métier, ce n'est pas vraiment une invention. Les bureaux de brevets ne vont pas vous donner ce monopole. Un brevet a une durée de vie limitée. C'est 20 ans de la date de dépôt de la première demande. Pas de la demande antérieure, mais de la première demande qui va devenir le brevet. 20 ans. Pour certaines technologies, c'est très long, surtout dans les technologies dites informatiques, IT, parce que c'est des technologies qui évoluent très rapidement. Sur d'autres technologies comme les médicaments, c'est très court. Les pharmaceutiques aimeraient beaucoup que ça soit 30 ou 40 ans, parce que, comme j'explique, elles vont déposer leur brevet tout de suite, mais ils n'auront pas encore la mise en marché. Et souvent, quand ils arrivent en mise en marché, il va leur rester 10 ans de brevet à peu près, donc c'est très court. Je vais accélérer un peu sur ça. Donc, on a plusieurs exemples. Qu'est-ce qu'on peut protéger? On peut protéger n'importe quel produit qui fonctionne, comme une batterie par exemple. Des compositions de matière. Des compositions de matière, ça peut être tous les matériaux qui sont utilisés dans les batteries, les électrolytes. Des appareils, les connecteurs électriques. Dans un iPhone, il y a quelques années, il y avait à peu près 700 brevets déjà, juste dans une machine comme celle-là. Un procédé de fabrication, que ce soit un procédé mécanique ou un procédé chimique, et tout perfectionnement, comme j'ai dit. Donc la roue a été inventée il y a très longtemps. Si vous faites le tour ici, vous voyez des roues super belles, super fancy. Il y a toujours moyen d'arranger, d'améliorer des choses, mais ça fait partie des inventions, les améliorations. Et heureusement, parce que sinon, on serait encore avec les pierres à feu, comme on dit tout à l'heure. Quelques exemples de pages de brevets dans le domaine. Un brevet chimie canadien, une demande de brevet, une demande internationale sur des appareils. Là, j'arrive plus à voir ce qu'il y a écrit dessus. En tout cas. Maintenant, on va vous présenter, pour terminer la présentation, un peu les tendances pour montrer l'importance du secteur. Donc, j'ai fait une recherche avec des mots-clés que vous voyez ici, lithium battery, electric car. Qu'est-ce qu'on voit sur cette tendance? C'est que sur les 20 dernières années, on peut regarder au niveau mondial le nombre de brevets qui sont déposés dans le secteur de la batterie pour les voitures électriques. Donc, on voit qu'à partir des années 2012, même 2009, 2010, ça monte constamment. La baisse à la fin n'est pas due à un manque d'intérêt des compagnies, mais c'est parce qu'un brevet n'est pas publié pendant 18 mois, une période de non-publication. Donc on arrive à la limite ici de savoir qu'est-ce qui existe. Si on reprend peut-être qu'il y a une inflexion, mais si on reprend d'ici 18 mois, on va peut-être voir la courbe continuer à monter. On fait une comparaison avec les États-Unis, on peut voir qu'on a la même tendance. Donc vraiment, tout ce qui est recherche au niveau des batteries lithium pour les véhicules électriques, il y a une montée en puissance des dépôts de brevets dans ce domaine-là. Alors, qui fait ça? Toyota, les premiers. Alors, vraiment, on peut voir qu'ils dépassent largement tout le monde au niveau des dépôts. On a Samsung, on a LG, on a Honda, Nissan. Puis j'arrive vraiment pas bien à lire ce qui est sur l'écran. En tout cas, donc on a d'autres fabricants. On voit qu'il y a beaucoup les Asiatiques, hein, les Japonais, les Coréens. Au niveau des États-Unis, on retrouve à peu près la même tendance. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi comparer les États-Unis? Parce que c'est la juridiction au monde où il y a le plus de dépôts de brevets. Et souvent, les compagnies vont à tout prix vouloir avoir un brevet américain. C'est un marché de plus de 300 millions d'habitants, certes, mais c'est un processus d'obtention qui est très difficile. Et le fait d'avoir le brevet américain va comme porter une couleur positive quand on parle de famille de brevets, sur l'ensemble des brevets qui auront été déposés pour la même invention. Parce que pour une seule invention, vous allez avoir un brevet américain, un brevet canadien, un brevet français, un brevet chinois. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Quand on parle de famille, c'est tout ça. C'est les pays dans lesquels la protection existe. Donc,
Au niveau des pays de dépôt, on peut voir où c'est qu'on protège. On va protéger aux États-Unis. Les Chinois protègent beaucoup chez eux. Et on voit aussi un peu l'Europe, le Brésil. L'Europe, on les a en bas parce que c'est un brevet commun. Et le WIPO, c'est les demandes internationales. Et les déposants, ben, c'est les Chinois, c'est les Américains. Hein, grosso modo, on est dans ça. Et on voit aussi l'Europe avec les gens comme Volvo, on a dans la salle ici, les Français un petit peu, les Anglais, les Australiens, les Indiens. Je suis deux fois la même ou quoi? Ah, les États-Unis, c'est la même chose. On voit que le Japon, par contre, protège énormément aux États-Unis. Là, je vais passer, c'était un peu trop... c'est un tableau qui présente les différents types de technologies qui sont protégées. Voilà, donc là, sur les tendances futures, je vais donner la conclusion à Maître Durand, ici présent. David, on est entre amis aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on regardait un peu les tendances futures et qu'est-ce qu'on va voir au niveau de la technologie dans les prochains 6 mois, dans la prochaine année, etc. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? C'est vraiment au niveau des questions des perfectionnements de qu'est-ce qui existe déjà dans le passé. Mais de quelle façon on va l'améliorer, de quelle façon on va perfectionner pour qu'il y ait plus de conductivité, plus de stockage, plus de durée, plus d'efficience. Ce sont tous les éléments qu'on est en train de regarder au niveau de la recherche canadienne et ailleurs. Selon selon la jurisprudence, mais ce n'est pas la jurisprudence, c'est selon les articles, la recherche qu'on voit, c'est qu'on regarde également d'autres sortes de batteries comme basées sur le sel-ion. Et on regarde également le batterie à l'état solide. Ce sont les choses qu'Hydro-Québec et également les chercheurs de l'Université Concordia sont en train de regarder. Puis, il y a évidemment, qu'est-ce qui est vraiment important pour la société aujourd'hui, c'est les questions de recyclage. Comment est-ce qu'on va recycler les piles? Comment on va se resservir des mêmes matériaux pour en créer des nouvelles batteries, des nouvelles piles avec des nouveaux usages? Donc, ça, c'est un article qui a été publié, je pense, en 2020 ou 2021 par le World Economic Forum, qui sont en train justement de se pencher sur ces questions-là parce que c'est quelque chose d'ampleur internationale aussi. Puis également, il y a d'autres articles dans le Journal of Power Sources. C'est un article de cette année 2023 dans lequel il regarde encore une fois tout qu'est-ce qu'il projette au niveau de l'avenir en termes de perfectionnement à la batterie. Donc ça, c'est quelque chose, un article qu'on avait considéré ou à proposer au public lorsque vous êtes en train de mieux comprendre où on s'en va avec la technologie de la batterie. Alors, en conclusion, un petit rappel, évidemment, parce qu'on est là pour le Forpic 2023 également, et c'est vraiment une invitation à tous les PME, les startups, les gens d'affaires, de venir au Forpic, parce que c'est vraiment là où on va avoir une grosse interaction entre les gens comme Damien, les gens comme moi, les autres cabinets d'avocats. Il va y avoir également la Banque du développement du Canada. Deloitte est partenaire du Forpic également. Également Axilis, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau des transferts de technologies entre qu'est-ce qui existe au niveau des technologies universitaires qui sont en train de se faire commercialiser aussi. Ben, je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que le Québec est bien placé pour l'avenir. Oui. On entend les haut-parleurs du stade olympique. Alors évidemment, si vous avez des questions, on va juste attendre l'annonce. Et puis si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Tout. Alors les batteries, j'ai essayé de réviser avant. Les développements au niveau des batteries pour les moteurs, disons que les batteries au lithium actuelles, vous avez, si on revient sur l'image tantôt de la cathode et de l'anode, c'est surtout la cathode qui est le point de recherche le plus important au niveau des matériaux. Parce que les premières batteries au lithium, le lithium, ça explose assez facilement. Hein. C'est léger, ça se trouve bien, c'est pas trop cher, mais si c'est mal manipulé, en contact avec d'autres éléments, ça peut faire du feu, ça peut monter très haut en température. On en parlait tout à l'heure que même les garages actuels vont avoir des cuves de protection où ils vont pouvoir mettre les moteurs au cas où il y a un début d'incendie pour se protéger. Ouais. Alors, ce qu'ils font au niveau des recherches, il y a plusieurs types de formation des batteries.
c'est souvent des couches en fait. Vous avez plusieurs couches de matériaux qui sont impactés les uns sur les autres. Puis vous avez souvent l'anode, c'est du graphène, du graphite, du carbone. Et la cathode, c'est là que toutes les recherches se font sur des oxydes de lithium, avec des polymères. Vous avez des formes liquides, vous avez des formes solides, comme vous avez dit. Et puis, on fait des recherches. Alors, ce qu'ils essayent de voir, c'est à la fois d'avoir des batteries avec une capacité de voltage suffisamment forte pour pouvoir être utilisables et de capacité d'emmagasiner l'énergie chimique qui va être larguée en électricité, la sécurité, le poids et le coût surtout. Et c'est là qu'au niveau du coût, il y a certains éléments qui seraient parfaits au niveau des voitures sécuritaires avec des bonnes performances, mais qui au niveau coût seraient trop élevés. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail chimique parce que je n'ai pas la notion là-dessus. Ça fait trop longtemps que j'en fais pas, mais au niveau c'est ça, c'est au niveau mais votre question surtout c'était sur... Oui, c'est solide. Ça va contenir... Ouais. Alors écoutez, moi ça me ferait plaisir de vous donner l'article que j'ai ici, sans mes notes. C'est du magnésium, il y a du cobalt, vous avez... ils ont essayé du vanadium, mais c'est pas trop bon. L'oxygène. Donc ça, donc ils vont créer des matériaux solides, tout à fait solides, mais qui sont d'un complexe. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une différence d'énergie entre l'anode et la cathode suffisamment forte pour créer le courant. Voilà. Puis il faut que ça marche dans les deux sens, puisqu'on veut recharger la batterie. Tout ça. L'article que j'ai lu là, sur la préparation aujourd'hui date de 2020, je suis sûr. Il y en a un autre 2023. Voilà. Mais c'est solide aujourd'hui, oui, c'est assez solide. Alors les batteries qui permettent d'allumer la voiture, ça c'est des vieilles batteries de systèmes anciens au niveau graphite, avec du graphite, ouais. Ça c'est une bonne question. Enfin, on n'a pas trop abordé le sujet, mais en fait il y a aussi le paramètre de recyclage qui est important aujourd'hui. Pour les batteries communes, je sais pas si elles sont recyclables aujourd'hui, mais c'est certain que les entreprises aujourd'hui qui travaillent sur le développement des batteries pour les véhicules ou les téléphones, il faudrait mieux que ça soit recyclable. Parce que même si on en a du lithium, un jour on en manquera, hein, ou il ne sera pas accessible. Quoi. Je pense que... Oh. Ah tout, oui, tout. Oui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans le développement industriel, on oublie complètement la pollution. Et on ne donne pas un coût à la pollution. Donc le jour où on va donner un coût à la pollution, on va trouver les solutions pour arrêter de polluer. Au jour d'aujourd'hui, j'avais entendu quelque chose, c'était il y a 1 an ou 2, le Japon, leur mine, c'est les poubelles. Si demain, ils se mettent à creuser leur champ d'ordures, parce que ça fait 40 ans qu'ils jettent les téléphones, qu'ils jettent les ordinateurs, qu'ils jettent tout ce matériel qu'on voit ici, là, c'est jeté. Puis là-dedans, là, vous avez tout ce qu'on a parlé ici, là, en petite quantité, mais vous en avez. Vous avez de l'or, vous avez des métaux précieux, vous avez tout. Donc l'or, c'est fantastique. Au niveau conductivité, si on pouvait faire nos voitures avec de l'or, ça serait magnifique. Je pense qu'il y avait un monsieur qui avait une question. Un micro? Parfait. Merci, monsieur Ferland. Eric, excuse-moi. Fatigué surtout. Allez-y, monsieur. OK. Allô? Ce n'est pas allumé encore. Est-ce que ça marche? Non? Allô? Allô? Ah, pardon, monsieur, je veux juste... La lumière est à verte. Allô? Bonjour, on vous entend. Bonjour. Vous avez parlé de leadership de Québec. Oui. Et je ne suis pas convaincu. Je l'attends de Pierre Fitzgibbon pour la deuxième fois dans une période de 5 semaines. Il parle de Québec comme si le Québec est tout seul sur le patinoire
sans de compétition de l'extérieur. Mhm. Alors, je vais rappeler l'Inflation Reduction Act et le Bipartisan Infrastructure Law et le US Science and Semiconductor Act. Et aussi bien les investissements en Ontario. Si on veut parler des batteries, le Stellantis, c'est le dernier investissement de Volkswagen en Ontario avec 13 milliards de dollars Mhm. du gouvernement fédéral pour essayer d'être en compétition avec la IRA, l'Inflation Reduction Act. Alors, je juste lui ai demandé, est-ce que vous parlez avec le gouvernement fédéral des fois ou tu es juste tatine dans ton propre patinoire? C'est Et les brevets et la recherche tournent autour de le donneur du vote. So the only comment that I would have to give to that actually is that there's a regulatory framework that is obviously in Quebec and as well as on the federal side, but there's going to be more and more interaction between the two, especially when you have high-profile projects like this. I mean, the concept of today's discussion is really to stimulate the concept of intellectual property. I know about on March 28th, we appeared before the Standing Committee on Research and Development, and this is why FORPIC is pushing forward to be able to create more dialogue amongst different actors across Canada to be able to promote intellectual property. But I think you raised some excellent points. Thank you. Mais c'est sûr qu'on n'est pas. Bon, bien, écoutez, Merci. merci beaucoup à vous deux. Ça a été intéressant, comme d'habitude, ça c'est certain. Puis il y a beaucoup de choses à apprendre, puis il y a beaucoup de choses à pousser aussi.